Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouve, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, la parole est à toi. Alors écoute, dans cette émission, nous parlons souvent des programmes, nous avons de la programmatique, de ceux de l'Institut Wiesel, de ceux de l'Écuge, et j'ai envie qu'on prenne un peu de temps, toi et moi, pour parler de choses un petit peu plus intéressantes et profondes, tout en rappelant les programmes. C'est tout simplement que dans les événements à venir, il y a aussi une pause à faire autour des 60 ans de l'Écuge. Alors, ça s'appelait le Centre communautaire de Paris, il était 19 boulevard Poissonnière. Souvent, les grandes organisations ont des parcours qui les font évoluer d'une situation initiale vers des tas d'autres horizons très différents par rapport au début de leur parcours. Un enseignant hors pair en management qui s'appelle Henri Mintzberg, dans son livre Management, voyage au centre des organisations, raconte la stratégie du potier ou comment un simple artisan devient un très grand industriel. On pourrait presque décrire le même parcours pour certaines organisations juives un peu historiques qui sont passées d'une situation à une autre tout aussi différente. Et donc on profitera de cette 60e année pour nous interroger les uns et les autres sur les raisons qui nous font nous déplacer pour venir assister à une conférence ou à un spectacle ou toute autre chose. Et si dans vos souvenirs, vous pouvez comparer ce que vous faites aujourd'hui avec ce que vous faisiez, suivant les âges des uns ou les autres, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Alors moi j'ai une anecdote à raconter, avec Jean-François, parce que j'étais à la pièce de théâtre L'Aimé de tous, c'était dimanche soir, et il y a une femme, Gadi Bghi était présent, et il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit, écoutez, vous êtes, comment on appelle ça, l'Écuge? Alors il dit oui. Et elle lui dit, vous savez, pour moi, toute ma vie, ça restera le centre communautaire 19 boulevard Poissonnière. Et j'ai entendu ça, et je me suis dit que c'est une adresse. On dit jamais le centre communautaire tout seul, on dit 19 boulevard Poissonnière, et je me suis dit, c'est une adresse qui n'existe plus et qui continue à se transmettre de génération en génération. Et même aujourd'hui, on parle de l'Écuge, mais on dit, ah ouais, c'est le centre communautaire Gare du Nord ou rue Lafayette. C'est-à-dire que le mythe est resté. C'est important. Mais il est réel, le mythe. Mais oui. Si tu veux, moi je me souviens que les gens disaient le centre Poissonnière ou les gens disaient aussi le Dej. Oui, tu te rappelles, c'était ce lieu avec quelque chose de tellement particulier qu'il était d'abord créé pour recevoir les jeunes venus d'Afrique du Nord à partir de 1963. Oui. Il y avait les jeunes d'Algérie, ensuite les jeunes du Maroc et de Tunisie qui sont arrivés. Ils avaient besoin de retrouver un lieu qui soit conforme à leur attente. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'institutions, soit des associations d'originaires, énormément, les Gesellschaften, les sociétés d'originaires. Il y avait aussi la synagogue, et pas grand-chose entre les deux. Oui, c'est vrai. Et là, au centre communautaire, il y avait la librairie. Extraordinaire, il y avait des rencontres, et puis je voudrais dire aussi que c'est au centre communautaire aujourd'hui l'Écuge, il faut refaire le parallèle, qu'ont démarré toutes les plus grandes sessions de danse israélienne de Rikoud Am à Paris. Aujourd'hui, il y a des cours partout, mais toute une partie des profs à Paris ont démarré tous ensemble au centre communautaire, et c'était là que la danse d'Israël avait sa place. Et c'était là que l'Ulpan est né. Oui, le premier Ulpan en France était là. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a des gens, moi je trouve très souvent, on rencontre des dirigeants de la communauté juive, des gens qui occupent de très hautes fonctions dans la communauté juive, dont une qui me disait il y a quelques jours, tiens, c'est là que j'ai fait faire la bat mitzvah de ma fille. Voilà. Donc tout ça, ça dit quoi? Ça dit que la raison d'être de ce lieu, qui a été capable d'évoluer, de se remettre en question, de se mettre au goût du jour. Tu te rappelles, il y avait une activité qui était mais vraiment incontournable
et qui a disparu complètement, c'était les dîners-débats. Je ne sais pas si tu te souviens, mais bien sûr. Mais il y avait partout des dîners-débats. Oui, c'est vrai. Et les dîners-débats, ils avaient été initiés par le Centre communautaire de Paris. Ils avaient ensuite été clonés par des tas d'autres gens. Oui, c'est mais vrai. Les tout premiers débats, moi je me souviens d'avoir vu les Klarsfeld, d'avoir vu des personnalités importantes. Et le fait que les gens dînent avec la personnalité qui donnait la conférence créait une sorte d'intimité, avec de relations privilégiées avec les orateurs. Et tout ça est né au Centre communautaire de Paris. Il faudrait reprendre. Il y a une autre chose, peut-être l'ignores-tu, qui est née au Centre communautaire de Paris. Ce sont les premiers cours de yiddish. Avant même le centre Medem Arbetering, les cours étaient au centre communautaire avec Bernard Weisbrot et Yitzhak Niborski, excuse-moi du peu. Voilà. Des grands noms de l'enseignement du yiddish. Voilà, et ça avait démarré là. Oui, alors tu vois, c'est ça l'idée aussi, parce que on parle de ce qui s'y passe, mais on parle pas de ce qui s'y passe pas. Oui. Par exemple, puisque maintenant le centre Medem donne des cours de yiddish, eh bien par principe, il n'y aura pas de cours de yiddish à l'ECUJ, parce que l'idée aussi, c'est de dire, si quelque chose est bien fait quelque part dans le même secteur géographique et les deux associations sont voisines, on n'a aucune raison de faire de la concurrence à nos amis qui ont cette activité, parce que ça présente pas d'intérêt que de diviser les élèves du Yiddish. S'ils peuvent aller dans le 10e au centre Medem, il n'y a pas de raison d'essayer d'en attirer d'autres ou de les faire sortir du centre Medem. Ça présente, et cette vision-là, il faut quand même le dire, que ce soit à l'époque Edmond El Alouf, que ce soit Rafi Marciano, que ce soit Franklin Roski, que ce soit aujourd'hui Yves Roisse, le président, Gadi Bghi, le directeur, ou moi-même qui suis le directeur adjoint. Le principe est clair, le partenariat le plus important avec les autres, c'est ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire quand on veut pas faire de concurrence à quelqu'un qui a déjà une belle programmation dans un domaine, et cette fraternité, cette manière positive de voir l'autre, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut maintenir et qu'il faut encore développer pour éviter la course à la concurrence dans tous les sens qui a souvent lieu malheureusement dans beaucoup de lieux juifs. C'est vrai. Alors justement, tu nous demandais il y a quelques secondes de faire appel à nos souvenirs. Est-ce que cette réflexion pourrait nous conduire à inciter les auditrices et les auditeurs à retrouver leur lien particulier avec cette organisation qu'est le centre communautaire devenu aujourd'hui l'ECUJ? Alors, tu as raison, et ta réflexion sur le spectacle de dimanche donne tout à fait du sens à ce qu'on se dit, c'est-à-dire, oui, mesdames et messieurs, vous avez eu un jour, à un moment, un rapport privilégié avec le Centre communautaire de Paris ou avec l'ECUJ, on va vous demander d'aller chercher vos trésors, peut-être des photos, peut-être des souvenirs, peut-être, je sais pas, des billets d'entrée, peu importe quoi. Et on va déjà vous demander de faire cette chasse au trésor. Et une fois qu'on aura collecté tout ça, on vous dira comment on vous les on trouvera, on mettra en place une modalité pour que vous puissiez soit nous les envoyer par mail, soit venir les raconter. On trouvera une modalité. Mais on en parlera la semaine prochaine. Mais en attendant de mettre ça en place, parce que ça m'est venu un peu, il faut dire, dans la préparation de l'émission, et je me dis qu'il faut vraiment mettre une modalité en place pour recréer, et puis en plus c'est peut-être une manière de vous dire, les locaux ont beaucoup changé ces derniers jours, ils sont maintenant magnifiques, le hall est accueillant, attrayant, etc. Peut-être que même si vous venez, pourquoi pas porter à un moment ou à un autre des documents que vous avez pour refaire connaissance avec nous et nous retrouver autour de ces souvenirs. Je pense que ça vaut la peine de faire cette chasse au trésor. Oui. Et on en reparlera bien sûr dans le cours de cette émission. On en revient maintenant à quelques activités à venir dans le cadre ou non du festival Confluence et à l'Institut Elie Wiesel, le festival qui continue. Alors le festival continue, on va revenir à la tradition de l'Institut Wiesel, un cours
et une conférence. Le cours, c'est l'initiation au judéo-arabe marocain, hein, c'est très précis, hein, c'est pas le même. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas le même. C'est Jonas Siboni qui est un expert en la matière. Oui. Il a déjà donné le 23 janvier, pendant 2 heures, un cours qui était en Zoom mais qui est en replay. Si vous inscrivez au cycle complet, vous pouvez revoir le replay du 23 janvier et tous les autres derrière. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que ça a déjà eu lieu que c'est pas récupérable. Au contraire, vous pouvez avoir toute l'unité de cette initiation au judéo-arabe marocain, et quitte à le faire, autant commencer par la première leçon. Alors il y aura un lundi de Wiesel, toujours sur une thématique liée au Maghreb. Donc c'est Jérémy Gage, présence et devenir des Juifs de Tunisie en France. Oui, c'est un sujet qui est, il y en a pas que pour les Marocains. Oui. On dit souvent que les Cuches c'est une maison très marocaine, mais il y en a aussi pour les Tunisiens. Il y a même pour les Ashkénazes. Donc tout le monde y trouve son compte. Exactement. Alors dimanche prochain, il y aura 2 activités, une pour les grands et une autre pour les petits. Pour les grands, on essaye de faire équilibrer. Oui. Donc une visite guidée, le Paris des écrivains juifs, balade dans le Paris juif avec Édith de Belleville, elle est géniale. Moi, j'ai fait plusieurs visites avec elle. Ouais. Franchement, ça vaut son pesant d'or. Il y a plein de petites anecdotes. Chaque seconde, ça fuse. Et donc, c'est à 11h. Il faut s'inscrire, évidemment, pour pouvoir il faut rejoindre le vraiment groupe. s'inscrire. Ça Absolument. part très vite. Ça part très vite. Et quelquefois, on refait la session de visite parce que il est important qu'il n'y ait pas trop de monde pour que tout le monde soit à portée de voix de la guide. Si vous êtes à 15 mètres, vous n'entendez pas ce qu'elle dit. Donc c'est pour ça que ce sont toujours des petits groupes. Donc c'est les pas des écrivains juifs qui ont vécu à Paris: Albert Cohen, Stéphane Zweig, Paul Celan, Benjamin Fondane, Georges Perec, Elias Canetti, etc., etc. Beaucoup de grands noms, et on va retrouver leurs traces dans les rues de Paris avec Édith de Belleville. Et pour les tout petits, alors là, c'est purement ambiance judéo-espagnole. Sagesse et malice de Joha, le fou qui était sage. Jean-François. Pardon. Joha, le fou qui était sage, raconté par Sophia Sego. L'heure des contes du monde juif pour les petits et aussi pour les grands. On est toujours resté quelque part enfant quand il s'agit d'entendre des contes. Et donc, c'est à 16h, cette fois, dans les locaux de l'Écuche. C'est pas en Zoom, hein. C'est tout le monde autour de Sophia sur ces petits contes qu'elle sera contente de partager avec le public. Alors, il fait froid. Sortez, venez avec vos enfants et faites-leur écouter ces très belles histoires de Joha qui sont vraiment, qui font partie de l'univers judéo-espagnol. C'est plein de saveurs, c'est plein d'humour, c'est de la malice aussi et beaucoup d'humour. Donc on en profite. Et c'est une partie de ta tradition à toi aussi, bien sûr. Faut le rappeler. Voilà, c'est pour ça que j'en parle avec autant d'enthousiasme. Il faut y aller. Et puis ce soir, on l'a attendu et il est enfin là. Le concert en quartet avec Omri Mort, c'est ce soir à 20h30, accueil à partir de 19h30 autour d'un verre, et puis en général c'est 2 sessions de 45 minutes, mais en général je pense que Omri Mort, Romain Labaye, Abdenour Djemaï et Amar Chaoui feront comme tous les autres qui les ont précédés, bien plus que 2 fois 45 minutes. Oui, j'en suis sûr. C'est une soirée très enthousiasmante. Ouais, tout à fait. Alors, donc c'est ce soir Omri Mort à ne pas rater. Pour s'inscrire, on va sur le site Jean-François. Écuge.fr. Un téléphone, le 01 53 20 52 52. Vous serez accueilli par la 12 voix de Noam. et une adresse. 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement. Et c'était un plaisir de faire cette émission avec toi, Merci. Alice. Moi aussi. À la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine. C'est bon, on a fait 14 piles.